Où investir en 2024? C'est la question qu'on me pose constamment. Faut-il se focaliser sur les grandes villes type Paris, Marseille ou Lyon, sur les banlieues, sur les campagnes, sur les villes de province? Comment aller chercher de la marge tout en limitant le risque? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin car dans une dizaine de minutes tu sauras précisément la stratégie que tu dois adopter pour 2024. Salut, c'est Anthony, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, avec mon frère Alex, on a investi dans plus de 30 biens en France et à l'étranger avec différentes stratégies et aujourd'hui on accompagne les futurs investisseurs à se lancer avec un maximum de certitude sur leur projet. Dans cette vidéo, tu l'auras compris, on va aborder une notion qui revient énormément, à savoir où investir en 2024 et dans les années à venir. Et en fait, pour vraiment répondre à cette problématique, on va décomposer cette vidéo en 3 parties. Partie 1, achat-revente, partie 2, investissement locatif et partie 3, je te parlerai vraiment du contexte actuel et de mon opinion personnelle sur les villes à investir en 2024 et dans les années à venir. Et en fait, pourquoi j'ai décidé de structurer cette vidéo comme ça? Tout simplement parce que ce qu'il faut que tu retiennes déjà dans un premier temps, c'est hyper important, c'est que ton secteur d'investissement va dépendre de la stratégie que tu as envie de mettre en place. C'est une des 2 stratégies phares lorsque tu souhaites investir dans l'immobilier, donc achat-revente et investissement locatif. L'investissement locatif, on en parlera juste après, mais là on va se concentrer sur l'achat-revente. Et pour moi en fait, au niveau du secteur, l'achat-revente, tu vas avoir 2 possibilités. Effectuer un achat-revente dans une grande ville ou un achat-revente dans une ville moyenne. Mais déjà, pour qu'on soit d'accord au niveau de la définition de l'achat-revente, tu l'auras peut-être compris, mais c'est tout simplement le fait d'acheter un appartement, de lui apporter de la valeur et ensuite de pouvoir le revendre plus cher qu'au prix auquel il t'est revenu. Donc c'est tout bête, tu achètes 100 000 euros, tu mets 50 000 euros de travaux à l'intérieur, tu revends 200 000 euros, tu as 50 000 euros de plus-value et si tu revends, tu auras effectué un achat-revente. La première notion que tu dois avoir en tête au niveau de l'achat-revente, c'est qu'il est important de prioriser les grandes villes. Et donc là, tu dois te poser la question, pourquoi prioriser les grandes villes si je souhaite me lancer dans l'achat-revente? Tout simplement parce que dans les grandes villes, le prix au mètre carré est plus élevé et donc en fait la valorisation de tes travaux va avoir un impact plus important. Et là je te prends un exemple très concret pour que tu puisses comprendre en comparant 2 villes que je connais très bien, à la fois Lyon et Saint-Étienne. On va partir du principe que Lyon est une ville au prix au mètre carré à 5 000 euros en moyenne et Saint-Étienne 1 000 euros. J'arrondis vraiment au niveau des chiffres pour que ce soit plus simple pour toi de comprendre. Imaginons que tu achètes un appartement 100 000 euros à Saint-Étienne et que tu effectues 25 000 euros de travaux à l'intérieur. Le projet global te revient à 125 000 euros et en fait le montant des travaux 25 000 euros sur les 100 000, ça correspond à un quart du projet, soit 25%. Alors que si tu es à Lyon, pour acheter un appartement d'une même superficie, tu vas devoir peut-être débourser un budget 5 fois supérieur, comme le prix au mètre carré est 5 fois supérieur, et donc non pas 100 000 euros, mais 500 000 euros. Et donc sur ces 500 000 euros, tu vas avoir également un budget travaux de 25 000 euros. Et donc là, pour le coup, les travaux ne représentent plus 25% du projet, mais seulement 5%. Et donc en fait, ce que tu dois retenir, c'est que dans un cas, par exemple à Saint-Étienne, les 25 000 euros que tu as injectés, étant donné que le prix au mètre carré, il est quand même limité, tu vas pouvoir faire une plus-value, mais peut-être de 30 ou 40 000 euros, quand à Lyon, tu pourras peut-être revendre avec 60, 70, 80 000 euros de plus-value, parce que tes travaux seront plus valorisés du fait que le prix au mètre carré est plus élevé. Et tu as aussi bien sûr un deuxième avantage à investir dans les grandes villes, Lyon, Paris, Marseille, Bordeaux, c'est que tu as quand même une stabilité de marché que tu retrouveras nulle part ailleurs et donc tu sais qu'à moyen long terme, ce sera extrêmement difficile de perdre de l'argent, surtout si tu as revalorisé un bien avec des travaux. Donc ça c'était vraiment pour le cas des achats-reventes qui sont réalisés dans les grandes villes. Mais tu t'en doutes, et nous on est originaire de Saint-Étienne avec Alex, ça ne nous a pas empêché de réaliser de beaux achats-reventes. Tu peux faire de l'achat-revente et donc investir dans des villes moyennes et réussir à dégager des bénéfices. Mais dans ce cas-là, la stratégie va être différente, c'est-à-dire que dans les grandes villes, pour moi, tu as une marge de manœuvre au niveau du secteur et surtout au niveau du quartier qui est plus grande. Dans les villes moyennes, tu ne dois pas te rater. Il faut absolument que tu investisses dans le secteur le plus prisé. C'est-à-dire que si tu as seulement 2-3 secteurs prisés et on va dire un petit peu haut de gamme dans cette ville, c'est là que tu dois te positionner parce que c'est là que tu pourras dégager le plus de plus-value. Si jamais le prix au mètre carré moyen de ta ville il est de 1500 euros, mais que ça fluctue entre 1100 euros en fonction des secteurs et 1700 euros, toi tu dois bien évidemment te positionner sur les secteurs où le prix au mètre carré à la revente va être le plus élevé. Et ensuite, le deuxième élément que tu dois prendre en compte qui est hyper important dans les villes moyennes et pour moi qui a encore plus d'importance que dans les grandes villes, c'est le fait d'apporter une grosse valorisation au niveau des travaux à ton bien. En fait, ce que tu dois retenir, c'est que au plus tu réalises des travaux importants et au plus tu apportes de la valeur dans ton bien immobilier, au plus tu pourras réaliser une plus-value qui est importante. Et encore une fois, je vais te prendre un cas très concret issu de nos 2 situations personnelles avec Alex pour que tu puisses bien comprendre. Dans un cas, l'achat-revente de ma première résidence principale et dans un autre, l'achat-revente de la première résidence principale d'Alex. Donc c'est 2 appartements qui ont été revendus à Saint-Étienne et à Saint-Chamond, donc dans des villes moyennes, clairement dans les caractéristiques de ce que je suis en train de te raconter. Moi, mon premier appartement que j'ai revendu en achat-revente, c'était un appartement de 60 mètres carrés dans un très bon secteur de Saint-Étienne que j'ai acheté 65 000 euros, frais de notaire plus travaux inclus, ça m'est revenu à 80 000 euros. Donc en fait, j'ai effectué un simple upstaging. Et d'ailleurs, c'est ce que je te mets là au travers de la vidéo. Tu pourras voir quelques photos avant-après
à l'écran. Et donc cet appartement, ensuite, je l'ai revendu par la suite 2 ans après au prix de 110 000 euros, ce qui fait que j'ai réalisé une plus-value de 30 000 euros sur l'appartement en 2 ans. Et ça, c'est vraiment venu de 2 facteurs et c'est ça que tu dois retenir. La localisation, j'étais dans le meilleur secteur d'une ville moyenne et aussi par le home staging stratégique que j'ai réalisé. Et donc là, vraiment, ce que tu dois retenir également, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Alors certes, j'ai pas fait une plus-value de 60-70 000 euros, je vais t'en parler juste après pour savoir comment tu peux réaliser des opérations à plus grande échelle. Mais là, pour quelqu'un comme moi qui débutait dans l'investissement immobilier sans grande connaissance en travaux, ça m'a permis dans une ville moyenne de me lancer. Et maintenant, je vais te détailler un deuxième projet, c'est le premier projet qu'Alex a réalisé en résidence principale. Donc là, pour le coup, il a réussi à dégager une plus-value bien plus importante que moi, il a fait x2 puisqu'il a réussi à réaliser sur ce projet que tu vois à l'écran. Au niveau de l'avant-après, tu vois qu'il a vraiment mis le paquet au niveau de la décoration, au niveau de l'ameublement et surtout qu'il avait des éléments que je n'avais pas dans l'appartement que je t'ai présenté juste avant qui lui ont permis de réaliser 60 000 euros de plus-value. Et donc là, en fait, ce que tu dois retenir, c'est que Alex, il a aménagé un grenier. Donc en fait, moi, j'avais un appartement que j'ai simplement homestagé. Là, Alex, lui, il est parti d'un grenier, changement de destination qu'il a transformé en appartement. Il a créé une terrasse tropézienne à l'intérieur avec une vue exceptionnelle. Et donc c'est ce qui fait en fait qu'il a acheté 50 000 euros, moins cher que moi sur le papier. Par contre, il a eu plus de travaux et avec les frais notaires, il a fini le projet à 125 000 euros. Donc il le finit à 125 et il l'a revendu 185 000 euros, ce qui fait une plus-value de 60 000 euros. Et donc là, vraiment, retiens que ce qui a fait qu'Alex a dégagé une plus-value x2 par rapport à moi, c'est qu'on était dans des secteurs relativement similaires, on avait des très bons secteurs pour notre région, mais par contre, la valorisation de son bien était bien plus élevée que la mienne parce qu'il y a eu une création d'une tropézienne, tu as une ouverture qui a été créée au niveau des murs qui fait une vue exceptionnelle et en plus de tout ça, ameublement, décoration, il y avait beaucoup plus de cachets que ce que moi j'ai pu réaliser, surtout que ça avait été fait dans un grenier. Et donc là, pour conclure sur cette première partie, tu dois retenir 3 choses selon moi. Déjà, règle d'or, tu dois investir avec un prix au mètre carré qui est inférieur au prix au mètre carré moyen de ton secteur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si le prix au mètre carré moyen de ta ville il est de 2000 euros et qu'il peut fluctuer entre 1500 euros et 2500 euros, toi tu dois acheter les appartements 1500 euros et les revendre 2500 euros parce que c'est là que tu dégageras le plus de bénéfices. Ensuite, retiens que si ton objectif c'est de taper des grosses opérations d'achat-revente, tu pourras les dégager plus facilement dans les grandes villes que dans les villes moyennes. Et enfin, troisième point à retenir sur cette partie de vidéo, tu l'auras compris, c'est que au plus tu vas apporter de la valeur à ton bien avec un changement de destination, en aménageant un grenier, en créant une terrasse tropézienne, en faisant des ouvertures et en ayant une décoration qui est adaptée au secteur, et là au plus tu pourras exploser tes bénéfices à la revente. Et donc maintenant qu'on a vu ensemble où investir en 2024 si tu décides de partir sur une stratégie d'achat-revente, on va maintenant parler d'investissement locatif et là on est dans un monde qui est complètement différent, tu vas le voir. Autant pour un achat-revente, tu l'auras compris, les grandes villes peuvent être très intéressantes pour dégager des bénéfices, mais pour un investissement locatif, c'est tout l'inverse. Moi, je suis vraiment partisan du fait d'investir si c'est pour du locatif dans des villes moyennes de moins de 200 000 habitants et donc autrement dit en province. Et donc là, la question qu'on doit traiter ensemble, c'est pourquoi investir dans les villes moyennes, ça peut être plus intéressant que dans les grandes villes au niveau du locatif. Et bien tout simplement parce que tu vas pouvoir avoir des budgets d'achat qui sont beaucoup plus faibles. Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que souvent dans les villes moyennes, tu vas acheter 5 fois moins cher que dans une grande ville. Encore une fois, je te prends l'exemple de Saint-Étienne et Lyon. Tu vas acheter un appartement 5 fois moins cher à Saint-Étienne, mais est-ce que tu vas le louer 5 fois moins cher? Absolument pas. C'est-à-dire que tu vas acheter 5 fois moins cher, mais tu vas peut-être louer seulement 2 fois moins cher. Et donc en fait, tu as un dérèglement de marché qui est tel que tu vas créer de la rentabilité sur ton projet. Mais attention, par contre, il y a beaucoup de nuances à apporter dans ces propos parce que tu t'en doutes, ce serait trop beau. Il suffit pas d'avoir une ville de moins de 200 000 habitants avec des prix au mètre carré qui sont moyens voire faibles pour pouvoir dégager de la rentabilité et être un bon investisseur. Non, il y a énormément de critères que tu dois prendre en compte à l'intérieur de la ville. Et donc là, en fait, le véritable enjeu, c'est de vérifier le potentiel à moyen et à long terme. Et donc, quels sont les éléments que tu dois analyser toi en tant qu'investisseur? Premièrement, déjà la démographie. Est-ce que c'est une ville qui est en croissance ou plutôt en décroissance? Ensuite, autre point important, les infrastructures. Est-ce qu'il y a des écoles, des universités, des lycées, des infrastructures sportives? Est-ce qu'il y a une industrie qui est vraiment développée dans ton secteur? Est-ce que tu as des transports? Est-ce que tu as une gare? C'est hyper important de savoir si ta ville est bien desservie et surtout aussi, est-ce que c'est un site touristique? Et en fait, en fonction de ces différents éléments, tourisme, transport, industrie, infrastructure, démographie, tu vas pouvoir orienter la stratégie de ton investissement. Et donc, je te donne 3 exemples très concrets pour que tu puisses comprendre. Imaginons que tu aies des gros bassins étudiants proches de ton secteur, tu vas peut-être t'orienter sur de la colocation ou de la location étudiante. Imaginons que tu sois sur une zone touristique extrêmement développée, et la location saisonnière sera vraiment adaptée, mais tu verras à la toute fin de la vidéo que tu n'es pas obligé d'aller dans des grandes villes touristiques et surtout qu'il y a un gros attrait pour pouvoir faire de la location saisonnière. Ou alors tu peux aussi avoir des secteurs avec une industrie qui est très développée, avec un gros vivier d'emploi, et donc dans ce cas-là, la location longue durée meublée pourrait être extrêmement appropriée parce que tu as des travailleurs qui restent 1 an, 2 ans pour leur emploi et qui ont besoin en fait d'avoir quelque chose de clé en main sans se prendre la tête. Donc retiens que les caractéristiques intrinsèques de ta ville vont t'amener à déboucher sur telle ou telle stratégie. Mais retiens comme valeur commune dans tous les cas que tu dois absolument vérifier l'attractivité du secteur. Et justement, là ce qui va être important en fait, c'est de vraiment raisonner comme un investisseur. Je m'explique. Selon moi, tu as vraiment 3 types de secteurs à l'intérieur d'une ville moyenne. Parce que là encore une fois, on se focalise vraiment à l'intérieur des villes moyennes. Tu vas avoir 3 secteurs.
secteur. Et donc là vraiment ce qui va être important c'est de pouvoir raisonner comme un investisseur et donc tu vas devoir cibler des zones attractives, mais pour moi je vais t'expliquer de manière générale les 3 secteurs auxquels tu vas être confronté. Le premier type de secteur ça va être les secteurs à éviter et donc pour moi vraiment les secteurs à éviter ça va être les secteurs dans lesquels tu vas avoir de l'insécurité. L'insécurité que ce soit pour de la location saisonnière, pour de la location longue durée, il n'y a rien de pire. Donc vraiment si tu te renseignes et que tu te rends compte que le secteur il est insécure, alors dans ce cas là il faut vraiment le fuir. Ensuite tu as le deuxième type de secteur, ce sont des secteurs reconnus et donc là en fait ce sont des secteurs qui sont reconnus dans ta région pour être stables et où il y a énormément de demandes de location. Le seul inconvénient avec ce type de secteur c'est que forcément étant donné qu'ils sont pérennes, stables et qui sont reconnus dans la région comme étant assez puissants, tu vas payer ton appartement souvent plus cher et donc la rentabilité de ton projet va être limitée et donc aller chercher plus de 10% de rentabilité et un cash flow positif sur ces secteurs ça va être compliqué. Donc là en fait il faut être préparé. Si tu investis dans un secteur reconnu comme positif, tu pourras viser au maximum l'autofinancement dans la plupart des cas. Et ensuite, tu as le troisième type de secteur sur lesquels pour moi il faut vraiment se focaliser, ce sont les secteurs en devenir. Et donc en fait, dans ce cas-là, on est un petit peu dans un mix des 2 secteurs qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire que tu vas avoir un secteur qui n'est pas dans l'insécurité, mais on va prendre l'exemple d'un secteur populaire. Mais il n'est pas reluisant, il n'y a pas énormément à l'heure d'aujourd'hui d'attrait dans ce secteur. Par contre, peut-être que la mairie, peut-être que la commune a décidé de miser ce secteur pour en faire un secteur en devenir dans le futur. Et donc ça peut passer par de nouvelles infrastructures, une patinoire, un cinéma, de nouvelles constructions, et ça peut également passer par exemple par de nouveaux transports comme l'arrivée d'un tram. Et donc là pour un investisseur, c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi ? Parce que tout l'intérêt, c'est de se positionner au moment où le secteur, il n'est pas encore reconnu comme étant un secteur intéressant, mais toi, parce que tu t'es renseigné, tu as fait ton étude de marché, tu as été voir la mairie, tu sais qu'il y a plein de choses qui vont être mises en place, donc tu achètes peu cher, tu attends que le secteur prenne de la valeur et remonte au fur et à mesure des années, et le jour où tu revendras, eh ben, tu pourras faire forcément une plus grosse plus-value. Et surtout, le fait d'investir avec un prix au mètre carré qui est très faible, tu vas pouvoir préserver de la rentabilité et obtenir du cash flow. Et là, encore une fois, je te prends un exemple très personnel parce que c'est exactement ce que j'ai fait sur ma première grosse opération, un immeuble de rapport de 5 appartements. Donc ce premier immeuble de 5 appartements, je l'ai acheté en 2019 et je l'ai justement acheté dans un secteur en devenir. C'est-à-dire que le secteur dans lequel j'ai acheté, honnêtement, personne n'en voulait à Saint-Étienne à l'époque. J'avais entendu parler du fait que le tram allait arriver, qu'il y avait des nouvelles infrastructures qui allaient se monter. Et donc là, au fur et à mesure, ça prend du temps, mais le quartier est en train de devenir de plus en plus attractif et donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. Et donc c'est ce qui m'a permis en fait d'acheter cet immeuble de 5 appartements que tu peux voir juste ici pour seulement 107 000 euros. Et moi, il y a une chose vraiment que je veux que tu évites parce que je l'ai vu beaucoup trop avec de nombreux investisseurs, c'est le mythe des 15% de rentabilité dans un secteur hyper attractif. Moi, j'ai eu souvent la question pendant que j'avais mon parcours d'investisseur et pendant que je grandissais, je veux faire comme toi Anto, on veut faire comme toi et Alex, on veut des grosses rentabilités, on veut du cash flow, mais les gens veulent investir place Masséna à Nice et place Bellecour à Lyon. Honnêtement, il faut que tu fasses un choix. Garde en tête que la rentabilité de ton projet sera toujours inhérente bien sûr à l'investissement, à ton secteur, mais aussi à la prise de risque que tu es prêt à prendre. Moi, entre guillemets, j'ai pris un risque mesuré que j'avais calculé, mais j'ai été là où les autres ne voulaient pas aller et c'est ce qui fait que j'ai pu avoir 13 ou 14% de rentabilité. Si j'avais fait comme tout le monde et que j'étais allé dans un secteur très reconnu, forcément la rentabilité elle aurait été tirée vers le bas. Autre point hyper important que tu dois avoir en tête pour savoir où investir, c'est te concentrer sur l'analyse de l'offre et de la demande dans ton secteur. Si tu veux être rassuré, être sûr de louer, ne pas avoir de problème avec tes locataires, ce que tu vas devoir étudier, c'est une demande locative qui est supérieure à l'offre de logement qui est proposée. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, c'est mathématique. Et encore une fois, je dis souvent que l'immobilier c'est mathématique et je le pense vraiment. Si tu as plus de demandes de logement qu'il n'y a d'offres sur le marché, c'est obligatoire, tu pourras trouver des locataires facilement et surtout, tu ne seras pas obligé de brader tes prix, tu pourras mettre un prix cohérent par rapport au marché et obtenir de la rentabilité. Mais par contre, là où tu dois faire le distinguo et c'est très important, c'est que tu n'es pas obligé d'aller dans des grandes villes, encore une fois, ou d'avoir 70, 100, 120 000 habitants pour avoir de la demande locative et pour avoir ce rapport entre la demande et l'offre qui est en ta faveur. Encore une fois, cas concret, mon deuxième immeuble de rapport de 8 appartements que j'ai aujourd'hui revendu, que je te mets aussi à l'écran pour que tu puisses avoir un visuel, j'ai investi dans une petite ville, même un petit village de 3500 habitants. Et donc là, tu peux être tenté de te dire, un immeuble de 8 appartements dans un petit village de moins de 3500 habitants, ça va être hyper compliqué de pouvoir trouver des locataires qui a envie de se loger ici. Mais en fait, derrière, il y avait toute une analyse. Moi, le constat que j'avais fait à l'époque, c'était pour chercher de la rentabilité, il fallait que je puisse sortir de Saint-Étienne justement parce que c'était de plus en plus compliqué de trouver plus de 10%, 12, 13% de rentabilité à l'intérieur de cette ville. Et donc le constat que j'ai fait, c'est que dans les zones rurales, en fait, bien évidemment, tu as une offre qui est beaucoup plus faible, une demande de logement qui est beaucoup plus faible également, mais par contre, tout ce qui est sur le marché en termes d'offres, c'était complètement pourri et dégueulasse. Tu n'avais aucun logement, sans parler que ce soit décent, mais joli,
jolis, esthétiques, avec de la belle décoration, des appartements dans lesquels on s'y sent bien. C'était que des appartements extrêmement vieillots. Pareil, je te mets un ou deux exemples là à l'écran pour que tu puisses vraiment te rendre compte de quoi je parle. Et donc moi en fait ce que je me suis dit, c'est que si moi je vais dans cette zone rurale et que je propose des logements de qualité, jolis, comme tu peux le voir dans une plus grande ville comme Saint-Etienne, alors forcément ça va fonctionner. Parce qu'en fait l'offre était tellement catastrophique dans ce secteur que je me suis dit que si je fais les 8 plus beaux appartes de ce marché, et ben en fait forcément j'aurai de la demande. Même si la demande bien évidemment dans ce secteur 3500 habitants, elle était bien plus faible qu'à Saint-Etienne. Donc une demande beaucoup plus faible, mais j'avais besoin que de 8 appartements pour pouvoir louer. Et surtout, j'allais surtout avoir les appartements avec la plus grande qualité. Et cet immeuble, je l'ai gardé 2 ans, il s'est loué sans problème jusqu'à aujourd'hui, le fait que je l'ai revendu. Donc retiens vraiment que c'est un élément clé, tu dois analyser la demande et l'offre. La demande doit être supérieure à l'offre, mais après, peu importe, ne te mets pas de barrière par rapport au nombre d'habitants que tu peux avoir dans ta ville, parce que tu peux avoir parfois des villes de 10 000 habitants qui ont une tension locative beaucoup plus intéressante pour toi en tant qu'investisseur qu'une ville de 200 000 habitants. Donc voilà, hyper important d'avoir cette notion-là en tête. On attaque la troisième et la dernière partie de cette vidéo, et là l'objectif c'est vraiment de te partager notre vision avec Alex. Ce que je veux, c'est vraiment que tu puisses avoir notre vision sur le contexte actuel, et surtout que tu puisses voir au-delà du secteur, parce qu'en fait ce qui est important bien évidemment c'est le secteur, mais aussi la stratégie que tu vas appliquer à l'intérieur de ce secteur pour pouvoir obtenir de la rentabilité. Aujourd'hui, encore une fois, on est fin 2023 au moment où je te tourne cette vidéo. On n'est plus en 2017, on n'est plus en 2018, on n'est plus en 2019 et encore moins en 2021. À cette époque, comme tu le sais, les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Ce qui fait que tu avais un levier énorme pour pouvoir générer du cash flow en tant qu'investisseur. En fait, à cette époque, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il suffisait d'investir dans une ville où le prix au mètre carré était faible, voire moyen, pour générer du cash flow et de la rentabilité. Parce que le fait que les taux d'intérêt étaient très très bas, tu avais des mensualités très très basses, et donc en fait, tu pouvais vite avoir avec ce dérèglement de marché que je t'expliquais un petit peu plus tôt dans la vidéo, du cash flow positif. Mais aujourd'hui, le problème auquel tu es confronté, c'est que comme les taux ils ont fait x4, x5, même si tu investis à 8 ou 9% de rentabilité et que tu arrives à le trouver dans des villes moyennes, en fait ton cash flow il va être tout juste à l'équilibre. Tu vas avoir un delta entre tes charges et tes dépenses qui est à l'équilibre parce que ta mensualité de crédit elle a fait x2 par rapport à ce que tu avais il y a 3-4 ans. Et donc en fait ce que je veux te faire comprendre sur la question où investir, retiens que si tu veux investir dans le locatif en 2023-2024 et que si ton objectif c'est de dégager du cash flow, alors même si tu es dans une ville moyenne ou avec des prix au mètre carré très faibles, et ben ça va être quasiment mission impossible de dégager un cash flow positif. Et donc en fait dans ce cas-là, si toi tu ne veux pas être bloqué en tant qu'investisseur, que tu veux continuer à investir et générer du cash flow, la seule solution que tu vas avoir à portée de main, c'est d'utiliser le combo achat dans une ville moyenne couplé à une stratégie de location courte durée atypique. Donc déjà pourquoi la location courte durée atypique? Donc déjà j'entends par location courte durée atypique tout ce qui est logement thématique qui va créer une vraie expérience chez le voyageur, tout simplement parce que ça va agir comme un booster de rentabilité. En fait c'est des logements que tu vas pouvoir louer plus cher et plus souvent que la concurrence. Et donc en fait souvent l'erreur qu'on fait c'est de penser que la location courte durée, comme on parle de secteur dans cette vidéo, elle est possible uniquement dans les villes touristiques ou à la mer et à la montagne, ou alors dans une grande ville. Mais le problème dans ces grandes villes, déjà, c'est que tu vas avoir une législation qui est extrêmement compliquée. Par exemple, à Paris, c'est quasiment impossible aujourd'hui de mettre en place un Airbnb. Et en plus de tout ça, quand c'est le cas, tu vas te heurter à une concurrence extrême qui va souvent amener une guerre des prix et donc une baisse de ta rentabilité. Alors qu'en fait, ce que les gens savent pas, c'est que tu n'es pas obligé d'aller dans une grande ville de plus de 200 000 habitants pour faire de la location courte durée et encore moins pour faire de la location courte durée atypique. Et c'est là où le combo devient intéressant, c'est-à-dire quand tu viens mixer une stratégie à haut rendement, location courte durée atypique, avec un secteur où le prix au mètre carré il est moyen voire faible, c'est-à-dire dans les villes de moins de 200 000 habitants. En fait, c'est gagnant-gagnant. Tu vas profiter d'une stratégie hyper rentable mixée à une ville où tu vas avoir des prix d'achat très très faibles. Et là, je sais que les gens ont beaucoup de fausses croyances là-dessus. On peut être tenté de se dire, mais qui va pouvoir louer en semaine ou même le week-end une chambre thématique, que ce soit à Dijon, Mulhouse, Roubaix, Calais, Saint-Etienne? Eh bien, en fait, ce que tu dois retenir, c'est que dans ces villes de moins de 200 000 habitants qui sont souvent décriées, et là, je fais un petit peu le chauvin par rapport à ma ville Saint-Etienne, c'est que ce sont pas des zones mortes. Souvent, les gens confondent ville moyenne ou province avec des villes sinistrées où il y a absolument rien à faire. Dans ces villes moyennes, tu as des cinémas, tu as des écoles, tu as des hôpitaux, tu as du monde qui vit à l'intérieur de ces villes. Au niveau des divertissements, tu as des escape games, tu as des bowling, tu as des cinémas. Et donc en fait, il y a de la demande aussi dans ces villes pour être logé. Et donc déjà, il y a de la demande et surtout en plus, si tu mets des concepts atypiques à l'intérieur de tes logements, et ben en fait, ça va tout simplement amener de l'attractivité dans un secteur qui n'en avait pas forcément. Et donc en fait, les gens vont être capables de se déplacer pour venir vivre une expérience dans ton logement. Et donc pour finir sur cette partie, tu l'auras compris, avoir le combo ville moyenne, location courte durée atypique, ça te permet d'avoir ta rentabilité qui est boostée par l'atypique, ça te permet d'avoir une législation beaucoup plus favorable dans des villes où le Airbnb n'est pas freiné et bien évidemment d'avoir des prix d'achat beaucoup plus faibles. Et donc c'est vraiment pour toutes ces raisons que pour nous avec Alex, investir dans des villes moyennes de moins de 200 000 habitants et coupler ça avec de la location courte durée atypique, c'est vraiment une stratégie à ne pas rater en 2023, en 2024 et dans les années à venir. Et attention, je veux vraiment nuancer mes propos parce que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que ça qui marche et qui marchera dans les années à venir. Je dis juste que si aujourd'hui ton objectif c'est de générer du cash flow positif, alors
t'orienter sur ces villes et avec cette stratégie, ça va être l'unique solution que tu vas avoir en ta possession. Parce que tu peux toujours investir avec d'autres types d'investissements, de la location longue durée, de la location étudiante, de la colocation, mais il faut vraiment garder en tête que même en investissant avec ces stratégies, dans le contexte actuel, ça va être extrêmement difficile de tirer ton épingle du jeu. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu vas pouvoir puiser énormément d'infos à l'intérieur pour pouvoir te lancer de ton côté sur tes projets immobiliers. Et surtout, si tu te posais la question de savoir où investir en 2024 et dans les années à venir, et j'espère que ça va te donner des éléments de réponse pour pouvoir te positionner. Et avant de conclure, j'aimerais que tu retiennes 3 choses. Déjà, premièrement, la règle d'or, acheter en dessous du prix au mètre carré moyen du marché. Et ensuite, point numéro 2, retiens que l'endroit dans lequel tu vas investir dépend de la stratégie que tu as envie d'appliquer, que ce soit de l'achat-revente par exemple ou un investissement locatif. Et enfin, retiens que le combo ville moyenne, location courte durée atypique peut être un combo extrêmement intéressant. Et justement, si tu veux en savoir plus sur cette stratégie des logements atypiques et comment tu peux, avec un budget de moins de 100 000 € en investissant dans des villes moyennes, générer plus d'un SMIC net de cash flow mensuel, tu peux télécharger dans le lien de la vidéo une formation complètement gratuite de 45 minutes à l'intérieur de laquelle on te détaille vraiment toutes les étapes de cette stratégie pour pouvoir y arriver. C'était un plaisir de te partager tout ce contenu et moi je te dis à très vite.